Je vais sûrement prendre sans plus attendre, on va commencer. La pizza va arriver pendant la présentation. Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir en grand nombre. Le professeur Lefebvre qui va vous parler aujourd'hui. Rapidement, avant de lui laisser la parole, je veux juste vous donner une idée de qui c'est pour un peu démystifier les figures qui vous parlent. Le professeur Lefebvre a fait toute sa formation universitaire, post-doctorat à la Polytechnique et à l'Université de Montréal. Il a fait un doctorat, puis une maîtrise en génie biomédical, où vous avez travaillé notamment en votre sujet de thèse était la neuroimagerie multimodale. Avant d'ensuite aller faire un postdoc au Big Data Institute de l'Université d'Oxford, où est-ce que vous avez continué vos travaux à l'intersection de l'imagerie digitale et de l'intelligence artificielle. Puis, depuis 2020, on est très chanceux de vous avoir comme professeur à l'UQAM et fondateur du laboratoire Le Linux. Vous donnez aussi des cours au premier cycle et au cycle supérieur. Donc, sans vous attendre. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un survol de la recherche qu'on fait à mon laboratoire. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter qu'est-ce que le LINUM, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là, et faire une brève introduction à la neurophotonique. Donc, vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre les projets de recherche que je vais présenter par la suite. Ensuite, je vais présenter les 5 projets de recherche, les programmes de recherche en cours dans mon laboratoire, plusieurs en collaboration. Puis après ça, pour vous donner une idée du genre de recherche que les étudiants peuvent faire au laboratoire, je vais vous présenter un projet de doctorat en cours d'un étudiant que je co-supervise à la Polytechnique et un projet de stage d'un étudiant que vous connaissez peut-être, qui était au BIGL l'année dernière et qui va bientôt commencer sa maîtrise dans le laboratoire. Donc, c'est le plan de la présentation. J'ai prévu à peu près 40-45 minutes. Vous pouvez poser des questions pendant la présentation si vous en avez, mais j'ai quand même aussi prévu un peu de temps à la fin là, si vous voulez discuter. Donc, le LINUM, ça veut dire le Laboratoire d'imagerie numérique, neurophotonique et microscopie. C'est un nom assez général. Essentiellement, s'il y a un projet qui a un lien avec l'imagerie numérique, la vision par ordinateur, le traitement d'images, c'est des projets qui peuvent m'intéresser et sur lesquels je collabore. Donc, c'est un nouveau labo depuis 2020. Et l'approche de recherche du labo, c'est qu'on fait beaucoup de collaborations. Donc, on a des collaborateurs en biologie ou en médecine, soit à l'UQAM, à l'Université de Montréal ou à différentes universités, qui viennent avec des questions de recherche, des choses qu'ils veulent réaliser, des images analysées, des choses comme ça. On travaille aussi avec des physiciens ou des ingénieurs pour développer des nouveaux systèmes d'imagerie et on va s'intéresser surtout au UQAM aux algorithmes et aux différentes approches d'intelligence artificielle pour traiter ces images-là. Je collabore aussi avec d'autres personnes là, à l'Université de Sherbrooke qui travaillent en imagerie médicale et en traitement d'images. Donc, ils ont un programme là-bas en traitement d'images, puis je supervise certains étudiants aussi à Sherbrooke. Les thèmes de recherche, vous allez le voir au cours de la présentation, c'est essentiellement le traitement d'images et la vision par ordinateur pour traiter des images de microscopie. On fait aussi de l'intelligence artificielle appliquée aux images. Et plus dans le détail, là, on va le voir un peu tantôt, je travaille surtout en neurophotonique et en imagerie augmentée. Quand je dis imagerie augmentée, pensez réalité augmentée, réalité virtuelle. Bien, on veut faire la même chose pour l'imagerie, la microscopie. Comment combiner de l'intelligence avec l'imagerie. Le site web de mon labo, vous pouvez facilement le trouver sur le site du département. Bon. Donc, je vais passer rapidement parce que ça a déjà été présenté. Donc, j'ai fait mes études à Polytechnique en génie physique et génie biomédical. J'ai aussi fait un petit stage là, au MIT. Et ensuite, donc là, vous voyez, génie biomédical, mais en réalité, je faisais de l'informatique pendant tout ce temps-là. Génie biomédical, c'est un très, très vaste domaine. On peut faire de la mécanique, on peut faire de l'optique, on peut faire de l'ingénierie génétique ou des choses comme ça. Et moi, je me spécialisais sur le traitement d'images et l'informatique appliquée à la microscopie. Donc, j'ai fait ça tout au long de mes études. Et durant mon postdoc, on développait des algorithmes avancés qui utilisaient les nouvelles méthodes en intelligence artificielle pour analyser des données qu'on appelle de nanoscopie. Je vais pas présenter.
Donc, d'où viennent les motivations pour les différents projets de recherche sur lesquels on travaille? Bien, ça vient souvent de questions qui viennent de la recherche biomédicale, des collaborateurs. Une de ces questions-là, c'est comment améliorer les outils qui sont utilisés en neurochirurgie. Donc, à l'hôpital, si par exemple vous avez une tumeur dans le cerveau, pour planifier la chirurgie, le chirurgien veut savoir quel endroit est-ce que je peux enlever, quel endroit, si je coupe, ça va faire des connexions importantes dans le cerveau. On a besoin de planifier ça. Donc, il y a une équipe à Sherbrooke, le CIL, donc le Sherbrooke Connectivity Lab, qui a développé des outils pour faire ça. Le problème, c'est que les tractographies qu'on peut obtenir, donc les connexions dans le cerveau qu'on peut obtenir par IRM de diffusion, contiennent souvent des erreurs. Et ces erreurs-là sont souvent aux endroits où on a des fibres de matière blanche qui se croisent. Donc là, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est une reconstruction des connexions dans le cerveau. On suit les neurones et la couleur indique la direction de la fibre après la reconstruction. Si c'est en bleu, ça va du bas vers le haut. Si c'est en rouge, ça va de gauche à droite. Et si c'est en vert, ça rentre dans l'écran comme ça. Okay? Puis, aux endroits où on a des croisements d'amas de fibres, les algorithmes que l'équipe à Sherbrooke utilise échouent dans 90% des cas. Ils ne trouvent pas les bonnes connexions. Donc là, un des projets de recherche sur lequel on travaille au labo, c'est qu'on vient voir avec la microscopie ces régions-là et on essaie d'étudier à quoi ressemblent les croisements de fibres à l'échelle microscopique pour aller chercher l'information qu'on va donner aux informaticiens qui travaillent sur la tractographie. Donc ça, c'est un exemple de question de recherche. Donc, mieux comprendre les croisements des fibres dans le cerveau. Un des projets que je vais vous présenter, qui est un projet que je supervise au doctorat, c'est d'étudier l'effet d'un manque d'oxygène à la naissance ou pendant la gestation sur le développement de la matière blanche dans le cerveau et sur les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Donc là, vous allez le voir tantôt, on va prendre des techniques avancées de microscopie. Ça va générer énormément de données 3D. Et ensuite, on va développer les algorithmes pour analyser ces données-là, trouver où est la matière blanche, où sont les vaisseaux sanguins, aligner plusieurs cerveaux ensemble pour pouvoir faire des études de groupe. Et d'autres projets qui sont en cours à l'UQAM en collaboration avec des gens au CERMO, qui est un centre de recherche ici au département des sciences biologiques, c'est étudier l'effet sur le cerveau de différents traitements pour traiter des maladies rares. Il y a certaines maladies, par exemple, qui vont mener au décès de l'enfant qui a cette maladie génétique après 3 ans. Donc là, il essaie de trouver des traitements pour améliorer la vie de ces enfants-là, peut-être allonger leur vie. Puis nous, on vient avec des techniques, on analyse des images de cerveau, souvent des images de cerveau animaux, pour essayer de comprendre l'effet de ces traitements-là. Donc ça, c'est les questions biomédicales. Pour pouvoir poser ces questions-là, on a besoin d'aller imager le cerveau. Ce qui m'amène à vous parler de neurophotonique. La neurophotonique, c'est un domaine dans lequel je me suis spécialisé durant mes études. Et si vous analysez le mot, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut essentiellement dire utiliser la lumière pour étudier le système nerveux. Okay? C'est une nouvelle modalité qui s'est développée au cours des 30 dernières années. Et il y a différentes façons d'utiliser la lumière pour étudier le cerveau. On peut prendre la réflectivité. Quelle est la lumière qui est réfléchie par le tissu? On peut voir quelle est la lumière qui a été absorbée. Donc, ça, c'est de la lumière qui ne va pas être réfléchie. On a d'autres effets optiques qu'on peut exploiter, la diffusion, la retardance en différentes polarisations et d'autres effets un peu plus avancés. L'avantage d'utiliser la lumière, c'est qu'on peut aller étudier le cerveau avec une très, très grande résolution. Nos pixels dans l'image ici sont très petits. On peut aller voir le détail de la microstructure du tissu. Et on peut exploiter plusieurs interactions lumière-matière pour aller chercher de l'information différente. J'en parlerai pas ici, mais par exemple, on peut prendre une molécule fluorescente qui va venir se fixer à certaines composantes cellulaires et c'est seulement ces composantes cellulaires-là qui vont être visibles dans nos images. C'est ce qu'on appelle souvent la microscopie confocale par fluorescence. C'est très utilisé en biologie. Donc, la neurophotonique, c'est l'outil d'imagerie qu'on utilise le plus dans le laboratoire. Il y a un problème, par contre, avec la lumière, c'est qu'on a une faible profondeur de pénétration. Ce qui veut dire que la lumière ne peut pas traverser une grande épaisseur de tissu avant de perdre nos propriétés
de grande résolution et tout ça. Donc, l'exemple que je donne souvent, si vous avez une lampe de poche, vous la mettez derrière votre main, vous allez voir une couleur diffuse rouge qui traverse votre main, mais vous n'allez pas pouvoir voir tous vos os, vos vaisseaux sanguins et tout ça. La lumière a été diffusée parce que vous avez traversé une trop grande épaisseur de tissu. Il y a plusieurs façons de régler ce problème-là. La façon qu'on a utilisée durant mon doctorat, c'est qu'on s'est dit, ben, on va juste imager une petite région à la surface de notre échantillon. Donc, imaginons qu'on a un microscope ici, on a la lumière, on a notre échantillon ici, et on sait que sous une certaine profondeur, on ne verra plus rien. Donc, on s'est dit, on va imager juste cette partie-là, et ensuite, on va enlever la partie, on va la couper, on va l'enlever, puis on va imager ce qui est en dessous. Et on va répéter ça plusieurs fois. Ce type de microscopie-là, c'est ce qu'on appelle l'histologie sérielle. L'histologie sérielle et par OCT. OCT, ça, c'est le nom du microscope qu'on utilise. Donc, ça, c'est la solution qu'on a trouvée, qu'on a utilisée et que j'ai développée durant mon doctorat. Donc, l'OCT sérielle combine un trancheur, c'est une lame qui vibre, et le trancheur va enlever une fine couche de l'échantillon. Donc, l'échantillon, il va toujours être dans une sorte de gélatine, une sorte de jello, qui va le maintenir en place. On va enlever 0,2 mm et ensuite, on va déplacer l'échantillon sous l'objectif du microscope pour acquérir ce qu'on va appeler une mosaïque d'images. On va acquérir des dizaines de milliers d'images comme ça et on va répéter. On va couper l'échantillon, acquérir des images, couper l'échantillon, acquérir des images. Et on va obtenir un jeu de données de dizaines de milliers d'images. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, nos images, avec un microscope OCT, ce sont des volumes. Okay? Chaque image fait à peu près 500 mégabytes. Donc, une acquisition complète avec le sériel, on génère 3 térabytes de données par cerveau de souris. Et l'acquisition dure à peu près entre 3 jours et 1 semaine. Okay? Et tout ça, c'est automatisé. On a un support à échantillon robotisé. On a des éléments aussi qui sont automatisés ici. Puis, on a aussi des algorithmes pour détecter où est l'échantillon, faire le focus automatiquement. Donc, toutes ces données-là, on les acquiert, on les accumule et après ça, on a développé des pipelines de reconstruction pour rassembler toutes les données ensemble pour obtenir une vue en 3 dimensions. Le contraste n'est pas super bon, mais une vue 3D de tout le cerveau à très grande résolution. Ici, on a une résolution de 25 microns. Un micron, c'est 1 millième de millimètre. Puis, une fois qu'on a ces cerveaux-là, on peut utiliser des algorithmes standards en neurosciences pour analyser le cerveau. Ça, c'est un exemple d'une étude qu'on a réalisée en 2016, je crois, où on a étudié le changement de l'épaisseur du cortex chez la souris entre des souris jeunes et des souris plus âgées. Donc, on peut utiliser ces algorithmes-là qui ont été développés pour humains pour d'autres modalités d'imagerie comme l'IRM et l'appliquer à nos données. Ici, on a une petite vidéo qui montre un exemple de microscope en fonction. Je ne vais pas mettre un écran, mais je pense qu'on voit bien. Donc, ici, on a une lame qui vibre. Ça, c'est un bloc d'agarose. C'est la gélatine dont je vous parlais tantôt. Au centre, on avait un cœur de souris. Et là, on a terminé de trancher. On baisse l'échantillon. Ça, c'est automatisé. On n'a pas besoin de contrôler nous-mêmes. Ensuite, on déplace l'échantillon vers l'objectif, dans ce cas-ci, un objectif 3X, pour continuer l'imagerie sérielle. Et ça, on répète ça une soixantaine de fois là, pour un cerveau complet. Et on accumule toutes les données. Bon. OCT, je vous rassure, là, on a presque fini la partie physique et optique. OCT, ça veut dire Optical Coherence Tomography. En français, tomographie par cohérence optique. Je ne vous expliquerai pas les détails de comment fonctionne le microscope, mais si vous êtes familier avec les interféromètres, et ça fonctionne sur le même principe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une source de lumière, on envoie de la lumière, dans notre cas, c'est de la lumière infrarouge. Ensuite, on sépare la lumière en 2 parcours. On envoie une partie de la lumière vers un miroir et l'autre partie de la lumière vers notre échantillon. Les deux vont réfléchir une partie de la lumière et quand la lumière va revenir ici, la lumière va interférer
les deux bras vont interférer ensemble. Ce que ça veut dire interférer, c'est un phénomène qui vient de la nature ondulatoire de la lumière. Si vous avez deux ondes ici qui sont parfaitement alignées, quand elles vont interférer, vous allez avoir une interférence constructive et l'amplitude de l'onde va devenir plus grande. Si les deux sont parfaitement désalignés dans leur phase, donc une phase de 90 degrés, bien là, il va y avoir une interférence destructive et vous n'avez plus aucun signal. Donc, l'OCT, ça fonctionne sous ce principe-là. On va regarder l'interférence entre nos deux bras et ensuite, on vient mesurer cette interférence-là. Okay? Donc là, c'est une vue très haut niveau de comment ça fonctionne. L'avantage de l'OCT, vous allez le voir, c'est qu'on peut aller voir la lumière qui est réfléchie à différentes profondeurs de notre échantillon en une seule mesure. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu ça, les détections récentes des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein ont été faites avec le même principe. C'est juste que leur interféromètre fait plusieurs kilomètres de long. Le nôtre est beaucoup plus petit, puis on l'utilise pour étudier le cerveau. OK. Pourquoi utiliser l'OCT? C'est quoi l'avantage pour imager le cerveau? Bien, sans rentrer dans les détails, c'est que ça nous permet, sans faire de traitement complexe sur les tissus, d'aller voir la myéline, qui est un des constituants de la matière blanche dans le cerveau, et de voir les noyaux cellulaires. Donc là, sans aucun marquage, on a cette information-là. On a d'autres informations qu'on peut exploiter, mais ça nous donne déjà beaucoup d'informations pour faire une cartographie de la matière blanche dans le cerveau. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce type de microscope. Donc, un exemple, un cerveau de souris. Toutes mes images vont être des cerveaux de souris dans cette présentation-là. Ça, c'est un cerveau de souris qui a été imagé avec un un objectif à faible grossissement et j'ai intentionnellement laissé les images sans les corriger pour qu'on puisse bien voir que c'était en réalité une mosaïque. Ici, ce qui apparaît en blanc, c'est la matière blanche. Donc, ici, ce n'est pas parce que c'est la matière blanche que c'est blanc, c'est parce que l'OCT permet d'avoir un fort contraste à cet endroit-là dans le cerveau. Pour bien voir que c'est en réalité des images en 3D, bien, ça ici, c'est une vue de haut. Si on va à cet endroit-là, puis on regarde de côté, puis on voit qu'on voit bien les différents amas de fils. Donc, on peut utiliser cette modalité-là pour étudier la matière blanche. Et là, tout le défi, c'est comment est-ce qu'on peut extraire cette information-là automatiquement en analysant les volumes, en analysant les données. Et c'est là que va être introduit la neuroinformatique, la vision par ordinateur et le traitement d'image. Donc, SOCT présente plusieurs. Donc, SOCT veut dire OCT sériel. Là. Je vais utiliser ça tout au long de la présentation. Ça présente plusieurs défis en neuroinformatique. Premièrement, on ne peut pas demander à un biologiste d'être assis à côté du microscope pendant une semaine, 24 heures sur 24. Donc, on peut développer des algorithmes pour automatiser l'acquisition. Et ça, on ne voit pas très bien, là, mais il y a certaines étapes qui, par exemple, on va couper le tissu. Ça, c'est des mouvements qui sont réalisés par le microscope. Ici, c'est des décisions qu'on peut prendre. On acquiert des données. On peut faire le focus, trouver la profondeur du focus automatiquement. On peut analyser les images qu'on acquiert en cours d'acquisition pour déterminer à quel endroit se trouve le tissu et seulement imager cette région-là pour éviter d'imager des endroits inutilement. Donc, ça, c'est un aspect qui est plus en contrôle, en automatisation. Et là, on travaille vraiment au niveau du hardware. Donc, on contrôle les moteurs, on contrôle tout ça. Ensuite, les pipines de reconstruction, on génère 3 TB. On ne peut pas reconstruire ça sur une machine, sur votre ordinateur. Donc, on envoie nos données vers Calcul Québec et si on va faire des reconstructions en pleine résolution, bien, on parallélise les calculs sur plusieurs nœuds de calcul sur un superordinateur. Et ça, c'est une description graphique de toutes les étapes nécessaires pour reconstruire les données, pour prendre les 10 000 images et obtenir un seul volume. Ça, je l'ai mentionné, les calculs, on les fait sur Calcul Québec. Pour le stockage des données, c'est aussi un défi parce que là, si on veut garder toutes les données, comment est-ce qu'on peut les donner, comment on peut les partager à nos collaborateurs, comment on peut les visualiser. Donc, vous allez voir tantôt, un des projets sur lesquels on travaille, c'est des outils de visualisation en ligne pour afficher ces données-là et permettre, par exemple, l'annotation des données pour entraîner des réseaux de neurones pour la segmentation. Et un autre exemple de neuroinformatique, ce sont tous les algorithmes qui sont utilisés par les gens en neurosciences pour faire leur recherche en neurosciences.
un de ces algorithmes-là, c'est si vous avez plusieurs cerveaux de différents individus et vous voulez les comparer ensemble. Bien, comment savoir que cette partie-là correspond à cette partie-là au pixel près? Pour le réaliser, on va faire ce qu'on appelle du recalage. On va trouver une façon de déformer les cerveaux pour les amener dans un espace commun pour s'assurer que chaque pixel correspondant dans chacun des volumes sont au même endroit dans un cerveau de référence. C'est ce qu'on va appeler un template. Donc, un algorithme qu'on peut utiliser, qui vient de la recherche à l'Université de Pennsylvanie, c'est un algorithme qui va faire un template de cerveau de façon itérative en faisant d'abord un alignement rigide. Donc, tous les volumes vont se déformer globalement, puis ensuite, une déformation locale pour aligner chacune des structures vers une structure moyenne. Une fois qu'on a un template, on peut comparer notre template à ce qu'on va appeler un atlas, qui est essentiellement un template qui a été annoté par des experts et qui nous dit chaque région du cerveau correspond à quelle structure anatomique du cerveau. Ici, on a le corps calleux, on a le podoputamène, on a l'hippocampe, on a le cervelet. Donc, ça, on veut automatiser nos analyses puis aller faire des analyses sur seulement la partie granuleuse du cervelet. Avec notre atlas, on peut le faire. C'est le algorithme qu'on peut développer une fois qu'on a une bonne représentation de nos données. OK. Donc, ça m'amène à parler des projets de recherche en cours au laboratoire. Donc, on en a 5 actifs. Le premier, histologie sérielle augmentée, qui est financé par CRSMG, donc ça ne veut peut-être rien vous dire, là. Le deuxième, Extract, je vais passer sur chacun d'entre eux rapidement. Le troisième, on développe un nouveau microscope. Le quatrième aussi, ça c'est avec les gens bio ici à l'UQAM. Et le dernier, un laboratoire international avec la France. Donc, le premier projet, histologie sérielle augmentée. Le mot-clé, augmenter. Ici, ce qu'on souhaite faire, c'est prendre le microscope qu'on a développé au cours des 5 dernières années et ajouter de l'intelligence artificielle à ce microscope-là pour faciliter l'utilisation du microscope, faciliter l'automatisation, faciliter la reconstruction ou le partage des données et pouvoir plus facilement, j'ai dit facilement pour tout, là, mais pour pouvoir analyser les données. Donc, pour pouvoir que les biologistes, par exemple, aient besoin d'être des experts en informatique pour travailler avec ce type de données-là. Donc, c'est l'objectif principal de ce programme de recherche et jusqu'à maintenant, on a publié on a publié ce toolkit-là récemment et on travaille sur un autre projet. Donc, le toolkit M2M, ça nous permet de prendre nos images de cerveau 3D qui viennent de la microscopie et de les aligner sur l'atlas qui a été publié par le Allen Institute à Seattle. Donc, c'est un groupe de recherche qui ont tranché avec le même type de microscope à plus de 3000 cerveaux. Ils ont créé un template, ils ont créé un atlas et ces données-là sont publiques. On peut y accéder via des appels à leur API. Donc, nous, on a développé une série logicielle pour pouvoir prendre les données des chercheurs, que ce soit en IRM, en microscopie, et les aligner sur leur atlas. Et après ça, on peut poser des questions. Si on sait qu'à tel endroit, on a de la matière blanche, on peut aller voir dans la base de données du Allen, est-ce qu'ils ont des expériences qui ont été faites à cet endroit-là? Et on ramène les données dans notre référentiel pour pouvoir les utiliser dans un outil de visualisation. Donc, ça, c'est un truc qu'on a développé. C'est un stagiaire qui était ici, qui avait étudié génie logiciel et il a fait son stage au sein du laboratoire il y a 2 ans. Ce projet-là, peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler parce qu'il y a des étudiants présentement au BGL qui travaillent là-dessus, en plus de certains étudiants à la maîtrise, au doctorat à Polytechnique et à l'UQAM. Donc, c'est la plateforme web SBH Assistant qu'on est en train de développer pour faciliter l'utilisation du SBH. SBH veut dire Serial Blockface Histology. Donc, ça, c'est un prototype qui a été développé dans un cours, le cours de projet là, que j'enseignais il y a 2 ans. Et le principe, c'est qu'on envoie les images qu'on génère au fur et à mesure qu'on fait la microscopie. Et ensuite, on a un réseau de neurones qui va analyser l'image et qui va prédire à quel endroit cette image-là se trouve en 3 dimensions dans le cerveau du Allen Institute. Donc ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de savoir c'est quoi la progression de l'acquisition. Est-ce qu'on est rendu au milieu de l'acquisition, au début, à la fin? Ça nous permet aussi de savoir quelles sont les régions qui sont présentes dans l'image. Et disons que les biologistes s'intéressent à telle partie de l'isocortex,
si on se rend compte qu'on est rendu à cet endroit-là, on peut arrêter l'imagerie et peut-être prendre l'échantillon puis l'amener sous un autre microscope pour faire une analyse, une imagerie un peu plus avancée. Et il y a plein d'autres choses là, qui vont nous permettre de faire cet outil-là. Donc, ça, c'est en cours de développement par une équipe dans mon laboratoire. Xtrack, un deuxième projet, là, c'est un projet un peu plus près de la biologie. Là, on veut utiliser les microscopes qu'on a développés pour aller étudier les régions où on a des croisements de fibres de matière blanche. Donc ici, ça, c'est des images à très haute résolution en OCT. Et on voit bien qu'on a des fibres comme ça, des fibres comme ça. Et ce qui apparaît en noir, en réalité, c'est des fibres dans cette direction-là. Donc là, si on étudie ces images-là, on fait une analyse poussée de l'orientation 3D, de la texture qui est contenue dans l'image. Ça va nous donner de l'information sur comment ils sont organisés les croisements de matière blanche. Et ces informations-là, on va pouvoir les transférer aux gens qui font de la tractographie avec IRM pour améliorer leur algorithme de tractographie. Donc là, j'ai présenté rapidement, c'est un projet en réalité d'équipe où on a une équipe qui travaille sur améliorer les microscopes, une équipe qui travaille, ça c'est à l'UQAM, on travaille sur l'analyse des données. Et on a une équipe à Sherbrooke et à Bordeaux qui travaille sur l'amélioration des algorithmes de tractographie en utilisant l'information qui provient de la microscopie. Donc, il y a un étudiant qui co-supervise à Sherbrooke qui travaille là-dessus présentement. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, sur la tractographie? Oui. Donc, la tractographie, on utilise des données qui viennent de l'IRM. L'IRM veut dire imagerie par résonance magnétique. Et il y a un mot qu'on ne dit pas ici, c'est nucléaire. Là. Essentiellement, c'est qu'on place le patient dans une machine qui va avoir des très, très forts champs magnétiques. Les champs magnétiques vont aligner les spins des atomes tous dans la même direction. Ensuite, on émet des perturbations sur le champ magnétique pour essentiellement changer la direction des spins des atomes. Et ensuite, on arrête la perturbation puis on mesure le temps que ça prend pour revenir à leur direction. Donc, ça, on peut faire avec des ondes radio. Pour faire de la tractographie, on va faire plutôt la IRMD, D pour diffusion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des champs magnétiques et les aligner dans plein de directions différentes. Et on va regarder le temps que ça prend pour obtenir le signal. Et ces directions-là, en réalité, cette diffusion-là, ça va nous permettre de voir la diffusion de l'eau dans l'échantillon. Donc, disons qu'on a une neurone et qu'on a de l'eau. L'eau va suivre le champ magnétique et va pouvoir diffuser beaucoup plus facilement dans cette direction-là, à l'intérieur de la neurone, que dans cette direction-là, parce que la neurone va empêcher l'eau de sortir. OK? Donc, si on répète cette imagerie-là à plusieurs directions, on va obtenir sur une sphère la force de diffusion dans différentes directions pour chacun des voxels à l'intérieur du cerveau. Okay? Un voxel, c'est un pixel en 3D. Donc, disons qu'on le fait pour cette neurone-là. En réalité, notre diffusion va plus ressembler à un truc qui ressemble à ça. On va avoir une plus grande probabilité de diffuser dans cette direction-là et une faible probabilité de diffuser dans cette direction-là. Okay? Donc, ces distributions-là qu'on appelle des ODF, Orientation Distribution Function, on va avoir ça pour chacune des positions dans le cerveau du patient. Donc, après ça, la tractographie, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va placer des particules virtuelles. On va commencer ici, disons, et là, on va regarder dans quelle direction est-ce que c'est plus probable de diffuser. C'est dans cette direction-là. Donc, notre particule, on va la déplacer comme ça. Et ensuite, on va regarder à cet endroit-là, c'est quoi la direction la plus probable? C'est de monter comme ça. Donc, on va propager notre particule comme ça. Et progressivement, on va obtenir ce qu'on va appeler un streamline qui va nous indiquer c'est quoi la connectivité en suivant la diffusion à l'intérieur du cerveau de la souris. Donc, ça, on obtient en IRM. Nous, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est de mesurer cette chose-là en microscopie pour aller voir à beaucoup plus petite résolution ce qui se passe et envoyer cette information-là pour avoir des meilleurs algorithmes de tractographie. Prendre une meilleure décision. Disons qu'on a un croisement. On va voir un truc qui ressemble à ça. Et comment est-ce qu'on va résoudre le problème de tracto ici? Est-ce qu'on va vers le haut? Est-ce qu'on va vers le bas? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on revient?
Donc, oui. Donc, comment est-ce que le croisement de matière, ça peut nous indiquer? Qu'est-ce que ça nous indique exactement avec... donc, lorsque vous parlez le croisement des fibres, pardon, qu'est-ce que ça nous indique? Ben, le croisement des fibres, on a ça partout dans notre cerveau. Donc, j'aurais peut-être dû l'expliquer. La matière blanche, c'est ce qui permet de connecter différentes parties du cerveau ensemble. Donc, c'est ce qui permet de communiquer, par exemple, entre votre isocortex et une partie à l'intérieur du cerveau pour traiter d'autres informations. Et là, je ne me souviens pas le chiffre de mémoire, là, mais c'est une très, très grande proportion. On a des croisements partout dans le cerveau. Donc, si on veut savoir exactement est-ce qu'on est en train de traverser un amas de matière blanche qui est utilisé pour le langage, et à quel endroit ça se rend, ben, si à chaque fois qu'on a des régions de croisement, on fait une erreur, on trouve disons, cette connexion-là, mais en réalité, on aurait dû trouver celle-là, ben, on a une mauvaise information pour vérifier qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qu'on ne doit pas couper, qu'est-ce qu'on doit éviter, des choses comme ça. Donc, mieux comprendre les croisements va nous donner une meilleure information sur les cerveaux. On va pouvoir mieux les étudier pour différentes neuropathologies. Si on étudie l'Alzheimer et qu'on veut savoir c'est quoi qui change dans la connexion structurelle du cerveau, ben, on a besoin d'algorithmes qui ne font pas d'erreur dans ces zones de croisement. Bon. Donc, ça, c'est un projet en cours avec Sherbrooke. Un autre projet, le PSOCRT, là, on est un peu plus dans la microscopie et on vise à améliorer l'OCT. Donc, un des défauts de l'OCT que je ne vous ai pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est que si on fait l'imagerie comme ça, la résolution de l'image va se dégrader plus on est loin de notre objectif de microscope. Et on va aussi avoir un effet sur ce qu'on appelle le SNR, le ratio signal sur bruit. C'est un problème intrinsèque à l'OCT. Et une façon de le régler, c'est de prendre notre image et de tourner l'échantillon sur lui-même et accumuler plusieurs images. Donc, c'est ce qui est représenté ici. On place un échantillon dans un petit tube, on tourne le tube sur lui-même, puis on prend une image de côté, on acquiert une soixantaine d'images comme ça. Puis après ça, une fois qu'on a ce jeu de données-là, on l'envoie à un algorithme itératif qui va calculer comment est-ce que la lumière a été déformée par l'échantillon en le traversant. Et une fois qu'on a cette carte-là, qui va être la carte d'indice de réfraction, peut-être que ce mot-là vous sonne une cloche si vous avez fait des cours d'optique, on va pouvoir corriger tous les défauts qu'on voit ici pour obtenir une représentation à beaucoup plus grande résolution et meilleur contraste de notre échantillon. Donc, pour ce microscope-là, on a un aspect optique qu'on va faire à Polytechnique, mais on a aussi un aspect à améliorer les algos de reconstruction pour les déployer sur un superordinateur, parce que présentement, pour une seule image, ça nous prend entre 8 et 15 heures pour converger avec l'algorithme. Et nous, on veut le faire en 3 dimensions, en réalité plus en 5 dimensions, parce qu'on veut faire des vidéos avec la polarisation. Donc, on a besoin d'algorithmes qui peuvent être paralysés et qui sont plus efficaces. Donc, on travaille sur cet aspect. On parle de 5 dimensions. Oui. Laquelle, la 5e? La 5e, c'est la polarisation. Donc, si on mesure la direction de la matière blanche, ça nous ajoute une dimension en plus de faire la vidéo et du 3D. Merci. Le 4e projet, ça, c'est un projet en préparation. J'ai une équipe d'étudiants en Polytechnique qui font le prototype du microscope. C'est une nouvelle façon de faire l'histologie sérielle. Et ici, essentiellement, là, sans rentrer dans les détails, on va venir marquer la surface de l'échantillon avec des molécules et on va exciter la surface avec la lumière UV et on va regarder c'est quoi la lumière qui est émise en fluorescence. Et une fois qu'on a ces données-là, on envoie ça à des réseaux de neurones pour faire ce qu'on appelle du transfert de domaine. Donc, on a les images en fluorescence UV et on peut reproduire les mêmes types d'images qu'ils ont en histologie à l'hôpital. Donc, les images d'histologie, c'est celles qu'ils utilisent pour quel type de cancer vous avez, c'est quoi votre maladie. C'est utilisé dès que vous voulez savoir exactement quelle est la maladie que vous avez, c'est l'histologie qu'ils font. Donc, ce microscope-là va essentiellement nous permettre de faire de l'histologie en 3 dimensions et d'obtenir le même type d'informations que les gens sont habitués d'utiliser dans les labos de microscopie et d'histologie. Donc, ça va représenter un défi important pour le traitement des données et c'est un projet
qu'on est en train de monter en collaboration avec le CERMO à l'UQAM, la plateforme d'analyse cellulaire et d'imagerie. Et le dernier projet, le projet Optime, ça c'est un nouveau laboratoire de recherche internationale entre Bordeaux, Sherbrooke et l'UQAM. Et là, c'est encore plus à l'état de... En fait, ça a été approuvé, là, mais ils sont en train de terminer les choses du côté de la France. Le but ici, c'est de vraiment combiner IRM, donc ça ressemble à ça, une IRM, ce que je vous présentais tantôt, avec les algos de tracto et de microscopie pour arriver à étudier le cerveau, à faire de la tractographie à plusieurs échelles et plusieurs modalités. Donc, soit à l'échelle microscopique ou à l'échelle du cerveau entier. Donc, c'est un projet qui s'en vient là jusqu'en 2028. Ouais. Juste une question par curiosité. La différence de résolution entre ta méthode de slicing puis l'IRM, ça ressemble à quoi? Ouais. Un IRM en clinique, qui est utilisé tous les jours à l'hôpital, on va avoir une résolution millimétrique. Donc, chaque voxel fait 1 mm par 1 mm. Des IRM de recherche pour les animaux, on peut descendre à... les images que j'avais dans mon doctorat, c'est 125 microns. Donc, 0,125 mm. Les nouveaux IRM, ils peuvent descendre à 50 microns, mais c'est des scans qui durent 48 heures avec des antennes super spécialisées. Avec l'IRM, nous, avec l'OCT, nous, on descend à 1 micron par voxel. Donc, on est à 2 échelles de grandeur complètement différentes. Bon, ça, c'était les projets de recherche. On a aussi quelques collaborations. Donc, on collabore avec Concordia. Ils sont en train de se construire un OCT sériel avec un OCT légèrement différent qui mesure la polarisation de la lumière, qui va leur permettre de directement mesurer la direction de la matière blanche. Et eux, ils veulent étudier la connectivité du cervelet humain. Donc, ils vont trancher les cerveaux humains qu'ils vont obtenir de McGill. À l'UDM, j'ai un étudiant que vous connaissez peut-être, Philippe Pouliot, qui a travaillé sur la segmentation 3D de cellules pour étudier la morphologie cellulaire dans la communication entre les cellules cancéreuses. Ça, je vais vous présenter tantôt, un projet avec Sainte-Justine. Un truc qui sort un petit peu de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est CityCity, un projet qui vise à imager les arbres en ville à l'aide d'images de drones et à détecter les espèces d'arbres. Je vais vous présenter ça aussi. Ça, c'est le projet de stage que je vais vous présenter. Et ça, c'est le projet de doctorat. Et Wally, un projet qui est en collaboration avec Abdoulaye et d'autres chercheurs, Abdoulaye Diallo et d'autres chercheurs à McGill, qui vise à prendre la vision par ordinateur pour détecter le bien-être animal. Donc, c'est essentiellement faire des fermes intelligentes avec des caméras un peu partout, détecter les animaux, détecter la posture et le gait, la démarche de l'animal, pour savoir est-ce qu'il y a des problèmes squelettiques, est-ce qu'il y a des problèmes musculaux, et essentiellement avertir, par exemple, les vétérinaires ou les gens qui s'occupent de la ferme qu'il faudrait peut-être faire une intervention sur un animal pour améliorer sa santé. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. OK. Donc, il me reste, j'ai passé plus de temps que je passais. Les deux prochains sujets que je vous présente, c'est un survol de projets de recherche. Premièrement, au niveau doctorat et ensuite au niveau de stage pour vous donner une idée de genre de recherche que vous pourriez faire dans un laboratoire d'imagerie. Donc, premier projet au doctorat réalisé par Franz. Franz, ça s'appelle de dire son nom correctement, Franz Irgolic. Donc, lui, son projet, c'est l'évaluation par microscopie optique de l'effet d'un manque d'oxygène à la naissance sur la matière blanche et les vaisseaux sanguins. C'est un projet en collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine. Donc, un petit contexte. OK. Donc, ici, nos collaborateurs à Sainte-Justine veulent étudier l'hypoxie périnatale. Ça veut dire essentiellement une réduction de l'oxygène, soit pendant la gestation ou à la naissance. Pour étudier ça, au centre de recherche, ils vont évidemment reproduire ces conditions-là avec des souris. On ne va pas trancher des cerveaux de bébés humains, là, évidemment. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que si vous avez un manque d'oxygène pendant la gestation ou à la naissance, ça peut mener à des risques accrus pour plusieurs conditions, comme ADHD, l'autisme, la déficience intellectuelle, la schizophrénie, la démence cognitive
juvéniles, des choses comme ça. Donc là, ici, on est encore à l'étape de, on veut comprendre les mécanismes qui mènent vers le développement de ces maladies-là s'il y a un manque d'oxygène. Et si on comprend comment ça se développe, bien, ça va permettre de développer peut-être des traitements, des façons d'intervenir pour réduire ces effets-là ou même les inverser. Donc, le but du projet de France, c'est vraiment d'étudier les pathologies qui sont liées à la matière blanche et à la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Pour ça, il y a 2 objectifs. Donc, France, je ne vous ai pas dit, mais c'est un étudiant qui a fait toutes ses études en informatique. Il a fait une maîtrise en intelligence artificielle aux Pays-Bas. Et il est arrivé, présentement, il fait un doctorat en génobiomédical et il va développer des outils informatiques pour traiter toutes les données générées par les microscopes 3D pour ensuite étudier l'effet sur des souris en développement de l'hypoxie périnatale. Donc, les 2 techniques d'imagerie qu'il utilise sont d'abord l'histologie sérielle par OCT, c'est le microscope que je vous ai présenté d'abord au début de la présentation. Et il utilise un autre microscope que je ne présenterai pas en détail, mais qui est le Light Sheet Microscopy. Et ça nous permet de faire, c'est une autre technique pour faire de l'imagerie 3D. Donc, un survol, là, on prend les échantillons, on les rend complètement transparents avec des processus chimiques complexes, et ensuite, on les met dans un microscope, puis on envoie de la lumière de 2 côtés, sous la forme d'un plan de lumière, d'où le nom sheet, light sheet, et on regarde la lumière qui a été mise en fluorescence avec une caméra qui est sur le dessus. Et là, en prenant notre plan de lumière et en le déplaçant dans l'échantillon, ça nous permet d'obtenir une carte 3D de, dans ce cas-ci, les vaisseaux sanguins. Les résultats préliminaires, donc ça, c'est les données en light sheet. On peut voir jusqu'à l'échelle des capillaires. Les capillaires, c'est les plus petits vaisseaux sanguins que vous avez dans le système cérébrovasculaire. Et ça, c'est juste une image en 2D, mais en réalité, il y a des images comme ça pour tout le cerveau. Donc, on a la carte en 3 dimensions. Et les données préliminaires pour la matière blanche pour un cerveau complet de souris. Donc là, l'objectif de France, c'est de répéter ces expériences-là pour plusieurs groupes d'animaux à différents âges et pour des conditions où il y a eu de l'hypoxie et des conditions où il n'y a pas eu d'hypoxie. Et après ça, il va étudier l'effet sur la distribution de la matière blanche et sur la densité des vaisseaux sanguins qu'on voyait à l'image précédente. Donc, premièrement, premier défi, le stockage des données et la visualisation. On génère 3 térabytes pour l'OCT, c'est à peu près la même quantité pour le light sheet. Donc là, dans son étude, il veut faire 42 souris pour un microscope et 42 pour l'autre. Ça fait énormément de données. Donc, on a besoin des stratégies pour stocker efficacement ces données-là. Et c'est pour cette raison-là que là, on a commencé à explorer un nouveau format de données, qui est le format ZAR, qui est défini par le OME, qui est l'Open Microscopic Environment. Et le format ZAR, l'avantage, c'est qu'il représente vos données massives, multirésolution, sous la forme d'une pyramide de données. Donc, vous avez d'abord un cerveau à très, très, très petite résolution, un tout petit volume. Et ensuite, vous avez une version un peu plus grande qui est séparée en octants. Et progressivement, vous pouvez vous déplacer dans vos données jusqu'à la résolution la plus élevée. C'est également un format de données qui facilite l'accès mémoire et la visualisation. Donc, on peut aller facilement chercher juste une petite région, une petite patch dans notre volume. Et ça, c'est avantageux si on va entraîner des CNN, des réseaux de neurones pour, par exemple, faire la segmentation automatique des données. Donc, c'est un format qui a été pensé, entre autres, pour l'intelligence artificielle. On peut aussi facilement accéder aux données via le réseau ou Internet. Et juste pour vous montrer, on est en train de développer un outil qui va utiliser Neuroglancer, qui est un projet de Google pour visualiser les données en 3 dimensions. Et ça, c'est juste un exemple qui provient d'un cerveau de mouche à fruits en microscopie par électronique. Et ces données-là, si je zoome, vous voyez qu'on a l'entièreté d'un cerveau de mouche à fruits. Et là, ça, c'est des données qui font plusieurs pétabytes. Mais sur cet ordinateur-là, on ne pourrait pas gérer ces données-là. Donc, en réalité, c'est un peu comme un Google Maps. On va juste charger les données à la résolution dont on a besoin et seulement la région qu'on est en train de regarder. Et
On a aussi d'autres fonctionnalités. Là, j'ai perdu la souris. Bon. Donc, si je clique ici, ben, on va charger une nouvelle neurone, des modèles 3D qui ont été obtenus par segmentation. Donc, ça, c'est des outils qu'on est en train d'adapter pour les cerveaux de souris et les données sur lesquelles France travaille. Et ça va être entre autres intégré dans FBH Assistant. On est en train de travailler là-dessus. OK. Un autre aspect du projet de France, c'est justement aligner tous ces cerveaux-là ensemble. Il veut pouvoir comparer les cerveaux de différents âges et pour différentes conditions. Donc, il a commencé à travailler pour adapter les algorithmes de templating qui sont faits pour l'IRM pour des volumes qui sont beaucoup plus petits en mémoire, pour le faire à pleine résolution avec nos données de microscopie 3D. Donc là, c'est son premier template en Light Sheet Microscopy avec 12 cerveaux de souris. Puis là, on est en train de travailler sur un article qu'on va présenter en conférence en janvier où, si on montre des images 2D d'un microscope, il va pouvoir nous prédire où il se trouve en 3 dimensions dans notre cerveau de référence. Et ça, c'est un exemple d'une prédiction qu'on fait avec le réseau de neurones présentement. Bon, il travaille aussi sur la segmentation et la quantification. Donc là, pour les gens qui ont peut-être fait mon cours de vision par ordinateur, il utilise un UNet pour entraîner un réseau à prédire si on montre cette image-là, où se trouvent les vaisseaux sanguins. Donc, c'est une tâche de segmentation parce qu'on passe d'une image en ton gris à une image binaire. Et il a fait ça avec un réseau UNet, qui est un CNN, qui a été annoté par une experte à Sainte-Justine. Puis, présentement, pour sa première version, il y a une précision de 92 %. Évidemment, c'est un réseau en 2D, nos données sont 3D, donc là, il est en train de travailler pour adapter son modèle à des réseaux 3D. Et quelques outils qu'il utilise pour son projet, donc Python pour tout ce qui est le traitement des données, ANSPY, qui est une bibliothèque spécialisée pour le recalage des données, donc prendre 2 images et les mettre un sur l'autre et faire le templating. Le Allen SDK pour accéder à la base de données de cerveau de souris, à l'Atlas et tout ça. PyTorch pour entraîner ses réseaux de neurones. Et il travaille aussi sur l'IOM Toolkit et aussi sur le LeNumPy, qui est la version à l'UQAM de nos outils de traitement de données et de données de microscopie. OK, donc ça, c'est un projet de doctorat. Donc, il va travailler là-dessus pendant les 3 prochaines années. Le dernier projet que je veux vous présenter, c'est un stage qui a eu lieu l'été dernier. Et là, ça sort un petit peu de ce que je disais depuis tantôt. C'est plus de la neuroimagerie. Là, on est vraiment dans l'imagerie par drone de la forêt urbaine. Donc, ça, c'est une collaboration. C'est un projet de stage réalisé par Étienne Comtois, qui termine son bac. Là. Il est en échange présentement, mais il termine son bac au BIGL. Ça, c'est pas bon. Là. C'est pas l'École polytechnique de Montréal, c'est l'UQAM. C'est une collaboration avec SimCity, donc Étienne était co-supervisé par Marie-Jean Maire. Donc, le contexte. Donc, le but du projet SimCity, c'est d'offrir une ressource ouverte pour étudier la forêt urbaine, donc les arbres en ville. Et un des problèmes, quand on étudie les arbres en ville, c'est qu'on a accès aux arbres qui sont en milieu public, donc sur la rue, mais on ne peut pas facilement voir ou faire la cartographie des arbres qui sont sur le terrain privé des gens. Donc, présentement, là, ce que les gens font, les biologistes, ils se promènent dans la rue, puis avec des jumelles, ils essaient de voir est-ce qu'il y a quelque chose en arrière des maisons. Ce n'est pas la façon optimale de réaliser ça. Donc, on s'est dit, ben, c'est quoi une façon facile d'aller voir ce qu'il y a sur le terrain privé? Ben, c'est de survoler par drone. Okay? Les lois nous le permettent. Il y a peut-être des soucis pour la vie privée, mais on travaille aussi à anonymiser les données. S'il y a des personnes en train de se faire bronzer là, sur leur deck de piscine, on peut les rendre flous. Mais c'est ça. Donc, Étienne, lui, il faisait déjà de la photographie par drone, il fait de la photographie professionnelle. Donc, c'était la personne idéale pour travailler sur ce projet-là. Et là, il y a une fois qu'on a nos images par drone, ben, il y a plusieurs informations que les biologistes aimeraient extraire à partir de ces données-là. La géolocalisation des arbres qu'on voit, c'est quoi l'espèce, c'est quoi l'auteur de l'arbre, c'est quoi la canopée, donc la superficie des feuilles par rapport à la surface au sol.
Et toutes ces informations-là qu'on peut extraire à partir de drones, on veut aussi les intégrer dans la base de données existante de SaveCity, qui est une base de données des arbres de plusieurs municipalités au Québec. Et ici, ça, vous pouvez déjà y accéder si vous avez allé sur ce site-là, mais vous avez l'espèce des arbres, leur position, vous avez quelques métadonnées associées à chacun. Donc, ce que Étienne a fait durant son stage, il a développé un pipeline complet pour acquérir les données, les traiter et extraire de l'information à partir des données de drone. Donc, première étape, l'acquisition des données. On devait d'abord planifier où on allait faire nos acquisitions. On a des contraintes légales, on ne va pas très bien, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit de voler avec un drone. Il y a des aéroports, on a une certaine distance à respecter. On a aussi des distances minimales, maximales, on a les bâtiments, donc on devait planifier tout ça. C'est quoi la caméra à utiliser, quelle résolution on va avoir pour avoir une bonne définition, pour arriver à détecter les arbres sans avoir à faire un vol trop près des bâtiments. Ensuite, il est allé sur Google Maps, et il a fait sa planification de la trajectoire pour ses acquisitions. Donc, ça, c'est ce qu'il planifiait pour son drone. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une image à toutes les 20 secondes pendant son survol. Donc là, il accumulait une mosaïque de données, comme on fait en microscopie. Mais cette fois-ci, c'était pour des données de drone. Donc, une fois que ces données-là, on a utilisé un outil existant je vais dire photogrammétrie, là, mais ce n'est pas le terme exact, mais en imagerie aérienne, pour prendre la mosaïque complète d'images de drone et obtenir un nuage de points. Donc, ça, c'est une représentation 3D de la surface qui a été survolée. Là, je n'ai pas le serveur, je n'ai pas mis le lien vers le serveur, mais ça, c'est une image 3D. On peut se promener en 3D dans cette image-là. Et ça nous permet aussi d'obtenir ce qu'on appelle une orthophoto. C'est une photo vue du haut qui a été corrigée pour toutes les déformations que vous pouvez avoir. Si vous avez une image, puis vous regardez quelque chose qui est ici, ça va être déformé dans votre image, surtout que vous survolez de très loin. Donc ça nous permet de corriger et de voir tout comme si vous étiez directement au-dessus des objets. Et c'est ces images-là qui sont ensuite analysées pour détecter les arbres. Ensuite, une fois qu'on avait les orthophotos, un autre output du modèle, c'est que ça nous donnait la carte de hauteur. Donc, ça, je vais passer rapidement. Donc, une fois qu'on a les orthophotos, on a utilisé un nouveau modèle de vision par ordinateur qui a été publié par Facebook, qui s'appelle Segment Anything. Ça nous permet d'envoyer nos images à ce modèle et ça va générer plusieurs masques de tous les objets qu'il voit dans l'image. Donc, on n'a pas besoin d'annoter manuellement les données. C'est comme si l'annotation avait déjà été faite par ce modèle-là qui vise à être un modèle fondationnel pour la vision par ordinateur. Donc, ça nous générait plusieurs masques dans l'image, mais ce n'étaient pas tous des bons masques. Parfois, on a un masque pour le bâtiment, parfois, on a un masque pour la voiture. Donc, on devait faire le tri parmi ces masques-là. Donc, ce que Étienne a fait, c'est qu'il a développé un modèle de classification des masques basé sur un CNN pour dire est-ce que le masque est un arbre ou quelque chose d'autre. Okay? Donc, il a entraîné son modèle, puis il a réussi à classer avec, je ne sais pas si je l'ai mis, mais une précision qui était au-dessus de 90%. Et finalement, à la fin de son projet, on a manqué un peu de temps. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, qu'il va poursuivre à la maîtrise pour continuer son projet. Mais il a quand même intégré plusieurs autres algorithmes qu'on a discuté dans mon cours de vision par ordinateur. Donc, la suppression de nombre maximum, donc on peut avoir plusieurs détections pour les mêmes pixels. Il a calculé la hauteur des arbres et le centre des arbres. Il a géolocalisé, il a calculé la canopée et il a réussi à détecter quels sont les arbres qui sont présents dans la base de données de SaveCity et ceux qui sont absents et ainsi de suite. Et là, on était rendu à l'étape de prendre ces images-là et d'entraîner un modèle pour détecter les espèces de l'arbre. Et dans son projet de maîtrise, on va probablement aussi ajouter des données satellites pour prédire les îlots de chaleur en ville, pour avoir un meilleur outil pour les gens qui font de la planification urbaine pour les arbres. Oui. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser différents spectres de lumière? Parce que souvent, la SQ pour du cannabis, par exemple, utilise différents spectres. Pour les spectres de lumière, c'est difficile par drone parce que les contraintes légales nous empêchent d'avoir un drone qui est plus pesant que 250 grammes. Okay. Donc, une caméra spectrale, déjà, on va être au-dessus de ça. Okay. Par contre, les données satellites, ça, on n'a pas de contraintes et nos données spectrales vont devenir des données satellites probablement
faire un service avec l'Agence canadienne où on va pouvoir acheter des survols sur des régions. Où on va faire aussi nos relevés par drone. OK, donc c'était le survol de 2 projets pour vous donner une idée de genre de choses qui se fait dans le labo. Si vous voulez plus d'informations, vous avez mon courriel, le site web. Peut-être l'information pour vous, si vous voulez faire un projet de recherche, une maîtrise, un stage, ça s'applique à tous les profs à l'UQAM. Les bourses BRPC que vous pouvez obtenir pour votre stage, c'est la date limite pour soumettre votre dossier, c'est vers février. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage tout de suite à aller voir des profs à l'UQAM et à préparer votre dossier. C'est une bourse quand même assez intéressante. Là, ça vous donne un bon salaire pour la durée de l'été. Pour les gens qui veulent faire une maîtrise, il y a les bourses CSNG qui s'en viennent et la date limite pour soumettre, c'est le 1er décembre. Donc là aussi, ça, c'est si vous voulez commencer au courant de la prochaine année votre maîtrise. Donc, c'est une bourse quand même assez intéressante aussi. Je vous encourage à regarder ça. Il y a aussi des bourses FRQNT à l'UQAM. Et pour ceux qui seraient intéressés à en apprendre plus sur les sujets que j'ai présentés, ce sont les cours que j'ai montés à l'UQAM. Donc, le cours de traitement d'image, la prochaine fois qu'il va se donner, ça va être à l'automne prochain. Infographie, je suis en train de le donner, mais on change l'horaire. Donc, la prochaine fois qu'il va se donner, ça va être à l'hiver 2025. L'infographie, ça, c'est les dessins 3D. Le cours de vision par ordinateur, c'est un cours maîtrise doc, mais les gens qui ont une bonne moyenne au bac peuvent s'inscrire. Vous pouvez contacter le programme et ça se donne cet hiver. Et ce cours-là, ben, ça, c'est un peu c'est incertain. Là. On devait donner celui-là et celui-là en alternance, mais là, il y a plus d'intérêt pour celui-là. Donc, c'est celui-là que je donne à chaque année pour l'instant. Donc, merci beaucoup de votre attention. OK, ben, je vous invite à vous servir de la pizza en temps de suite. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, ça leur peut être content de répondre pour le moment. 30 minutes après ça, je vais aller enseigner un cours. Moi, j'ai peut-être une des questions quand c'est la glace. Vous avez parlé, par exemple, pour l'histographie sérielle. 3 téraoctets de données, de cerveau de souris. C'est combien pour un cerveau de plus à plusieurs centaines de térabytes. Ce n'est pas des pistes à bêtes. Il y a des gens qui essaient de faire en Boston. C'est un défi important. J'adore que je pense que dimanche, c'est pas bon. Je suis plus arrêté l'enregistrement. C'est attention d'en prendre juste une parce que je sais pas, un peu curieux ce qu'on sait.